est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Un conseil des ministres se tient ce jeudi au palais présidentiel, démarré sous le coup de 11h30. Ce conseil est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Après les vacances, c'est l'heure de la reprise pour le gouvernement ivoirien. On en parle dans cette édition. En Chine se tient le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Présent à Beijing, le vice-président de la République, Tiemokom Koné, a procédé à l'ouverture officielle du Forum économique bilatéral Côte d'Ivoire-Chine et animé une conférence à l'Université de la communication de Chine. Tiemokom Koné qui a salué les investissements chinois en Côte d'Ivoire. Et puis nous irons à la rencontre d'une jeune Ivoirienne, Sonia Hiroplo. Elle jongle entre les études et le métier d'apprenti baka pour joindre les deux bouts, mieux arrondir sa fin de mois. Sonia Hiroplo, un exemple de courage, son portrait à suivre dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Un conseil des ministres se tient ce jeudi au palais présidentiel. Nous visions à l'instant démarrer sous le coup de 11h30. Ce conseil est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le résumé des grands points abordés au cours de ce conseil est dans nos prochaines éditions. Mais pour l'heure, ce qu'il convient de retenir, c'est que, après les vacances, c'est l'heure de la reprise pour le gouvernement ivoirien. Ce jeudi, donc, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les ministres, bien ressourcés, ont réaffirmé leur engagement à travailler encore plus à l'amélioration des conditions de vie des populations. Alexis Ouedraogo. Après 36 jours de vacances, c'est la rentrée des classes pour les membres du gouvernement ce jeudi au palais présidentiel. Je me suis reposé en travaillant. Bon, à l'éducation nationale, on n'a pas de vacances. À peine on va en vacances qu'on doit préparer la rentrée. Et nous sommes à la rentrée. Les perspectives sont bonnes. Nous attendons les instructions du président de la République pour nous mettre au travail. Une reprise avec des perspectives claires pour améliorer encore plus les conditions de vie des populations. Le défi, c'est vraiment de réconcilier notre administration publique, notre fonction publique avec les citoyens, de veiller à la qualité du service public, à la bonne formation et au professionnalisme de nos fonctionnaires et agents de l'État. Il faut mettre en œuvre le nouveau statut général de la fonction publique. Nous avons une feuille de route. Il faut faire en sorte que nous puissions exécuter totalement cette feuille de route-là. Et vous allez voir que la CMU, dans ces jours à venir, est véritablement relancée. Et en plus de cela, les autres instruments de protection sociale que nous voulons voir participer au financement de l'économie de notre pays sont également relancés. Vous avez vu que la semaine dernière, on a inauguré l'échangeur Shinzo Abe, donc il permet donc de fluidifier le carrefour au niveau de entre Makuri et Treichville. Et je pense que ça va continuer pour l'année qui vient, pour la rentrée. En tout cas, nous sommes très heureux. Présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le conseil a démarré ses travaux sous le coup de 11h30. Voilà, des ministres heureux de reprendre du service. Le point complet de ce conseil à suivre dans nos éditions du soir. Et puis direction à présent la Chine où se tient le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Présent à Beijing, le vice-président de la République, Tiemokom Koné, nous le disions dans les titres, a procédé à l'ouverture officielle du Forum économique bilatéral Côte d'Ivoire-Chine et animé une conférence à l'Université de la communication de Chine. Tiemokom Koné salue les investissements chinois en Côte d'Ivoire. Il se réjouit de la qualité de la coopération qui existe entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, à Beijing en Chine, le vice-président Tiemokom Koné est reçu à l'Université de la communication. Devant un parterre d'officiels, d'universitaires et d'étudiants, le vice-président se prononce sur le thème « Les échanges humains et culturels de la coopération sino-africaine ». Les échanges humains entre la Chine et l'Afrique n'ont pas cessé de se renforcer pour devenir un pilier de la coopération sino-africaine, établissant des liens profonds entre les deux régions pour mieux jeter les bases d'une collaboration plus durable. Ce forum marque la volonté et l'engagement des plus hautes personnalités des peuples chinois et africains à poursuivre et à approfondir leurs relations dans un cadre plus formel et mieux organisé. Tiemokom Koné retrace l'évolution historique des échanges entre la Chine et l'Afrique depuis le XVe siècle. Il dresse le bilan de ces échanges et les perspectives d'une coopération gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, pour ce qui la concerne, a reçu en visite officielle en 1992 le président de la République populaire de Chine, son Excellence, M. Jiang Zemin. En sens inverse, 3 chefs d'État ivoiriens ont effectué des visites officielles en Chine.
Le président Alassane Ouattara est le chef d'État ivoirien à avoir effectué le plus de visites en Chine, dont la plus récente s'est déroulée le 28 août au 4 septembre 2018. En unissant leurs efforts, la Chine et l'Afrique pourront relever ensemble les défis mondiaux et contribuer à une gouvernance internationale plus juste et plus équilibrée. Des mots salués par le président de l'université, Dr Shouting Zhang, qui n'a pas manqué de féliciter la qualité de la coopération. L'université a d'ailleurs élevé le chef de l'État, Alassane Ouattara, au rang de professeur honoraire, une distinction pour son rôle important dans la consolidation de la coopération entre le continent et la Chine. Cette reconnaissance couronne une valeur fondamentale qui a toujours guidé son action politique et sociale, à savoir l'intégration des peuples et le vivre ensemble grâce aux échanges humains, source de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique. Le vice-président a effectué une visite au musée de l'université avant de procéder en début d'après-midi à l'ouverture du Forum économique Côte d'Ivoire-Chine, organisé en marge du sommet. Cette rencontre a vu la participation de plus de 500 hommes d'affaires chinois et ivoiriens. Le vice-président, qui salue l'investissement de la Chine en Côte d'Ivoire, l'invite à aller plus loin vers des domaines qui répondent aux exigences du futur, notamment l'agro-industrie, la pharmacie, l'économie verte, l'intelligence artificielle. Notons que l'ouverture solennelle du forum a été marquée par la signature de 10 accords de coopération entre les parties ivoiriennes et chinoises. Cette première journée du vice-président de la République à Beijing s'est achevée dans la soirée par sa participation au banquet d'État offert par le président chinois. Et si en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, jeudi 5 septembre 2024, s'ouvre à Abidjan la 10e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une rencontre qui se tient en prélude à la 16e conférence des parties sur la désertification. Selon des experts du domaine, chaque année, plus de 4 millions d'hectares de terres productives sont perdus du fait de la désertification, ce qui entraîne une réduction de la productivité agricole et a pour conséquence la sous-alimentation. 47 ministres africains de l'environnement sur 54 pays que compte le continent prendront part donc à cette rencontre. Le point de cette rencontre dans nos prochaines éditions avec notre reporter Grace Kando. Oui, le désert gagne du terrain et c'est une vérité incontestable. Pour mieux contrer son avancée, il faut avoir une idée plus ou moins précise et claire de ce qu'il en est de cette réalité. Au nom de la section Afrique de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, l'ONG Afrique Espérance a dressé le bilan à mi-parcours de la lutte engagée par l'organisation contre la désertification. L'état des lieux des terres dégradées en Afrique a aussi été mis en lumière au cours d'un point de presse à Serge Fakomdidi et c'est Forazé qui nous en parle. En prélude à la 16e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, COP16, de la CNULD, qui se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite, la représentation Afrique de la dite Convention contre la désertification dresse son bilan à mi-parcours. Pendant cette rencontre avec la presse et d'autres acteurs de l'environnement. Cela après des explications sur la désertification et l'état des lieux des terres dégradées en Afrique. On a débuté quand même de grandes réalisations sur le terrain. Il y a eu des avancées. Le taux des terres arables dégradées, si on est déjà entre 40 et 50, il y a beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les mangroves qui ont plus de capacité à séquestrer le carbone. Mais elles ne sont pas beaucoup. Donc il faut mettre l'accent sur la restauration des mangroves. Charles Balogun a été élu par ses pairs africains en août 2022 après la COP15 de la CNULD tenue du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire où plusieurs décisions ont été prises. Cette rencontre est aussi une invite aux États à travailler véritablement avec les acteurs afin de s'imprégner des réalités sur le terrain. Direction à présent la région du Zanzan où notre reporter Herman Yamia a suivi une visite de l'évolution des projets de l'État. Une visite réalisée par le gouverneur du district autonome du Zanzan. Traoré Souleymane veut ainsi se faire une idée de l'avancée des travaux engagés. Les sites visités sont les suivants. La zone industrielle, la route Bandouko-Soko, frontière du Ghana en cours de bitumage, le lycée des jeunes filles du camp militaire de Bandouko. Reportage. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan en visite d'inspection des chantiers de l'État à Bandoukou. Première étape,
la zone agro-industrielle de Bondoukou, un projet de grande envergure financé par l'État ivoirien avec le soutien de la Banque mondiale. La construction de cette zone industrielle destinée à dynamiser l'agriculture locale et à créer de nombreux emplois a connu un certain retard. Selon eux, il y a eu un retard dans le délai d'exécution. Et à ma grande surprise, aujourd'hui, je passe sur le chantier. On m'annonce que les travaux sont achevés. Moi-même, j'ai vérifié et j'ai vu effectivement que la structure est achevée. Ce site regorge plusieurs travaux qui ont été réalisés. Bien évidemment, vous avez les routes qui sont bien bitumées. Évidemment, il y a des lots prévus pour l'installation des unités de transformation. Il y en a 4. Et évidemment, le site est couvert en réseau de télécommunications, en électricité. Et bien évidemment, il y a l'adduction en eau courante. Les travaux désormais achevés, le site n'attend que l'installation des usines. La route reliant Bondoukou à Soko jusqu'à la frontière avec le Ghana représente un axe stratégique pour le commerce transfrontalier. Les travaux de bitumage de cette route ont également été inspectés par le ministre-gouverneur qui s'est réjoui de constater un rythme d'exécution supérieur aux prévisions initiales. Autre chantier d'importance, la construction du camp militaire de Bondoukou avance à un rythme satisfaisant. Ce projet est crucial pour renforcer la sécurité dans la région, en particulier en raison de sa proximité avec la frontière ghanéenne. Cependant, tous les chantiers visités ne présentent pas des avancées aussi positives. Le lycée des jeunes filles avec internat à Bondoukou, un projet essentiel pour l'éducation et l'autonomisation des jeunes filles dans la région, est actuellement à l'arrêt. D'après les renseignements que nous avons eus, c'est depuis février 2024 que le chantier est à l'arrêt. Donc nous allons rendre compte au Premier ministre qui prendra les dispositions idoines. Au-delà de Bondoukou, d'autres projets sont en cours dans la région du Bunkani. Parmi eux, le pont de Bankoro, dont les travaux sont achevés, sera bientôt inauguré. Un autre camp militaire ainsi qu'un collège et le pont des Nations sont également en construction. Dans le fil de l'actualité, il y a cette information qui devrait réjouir les hommes d'affaires. Les entreprises et hommes d'affaires ivoiriens sont invités à prendre part à une foire africaine dénommée Co-Africa Export. Elle se tiendra en République de Turquie du 27 au 30 novembre 2024. Ce cadre favorisera les échanges entre les entreprises et hommes d'affaires des deux pays. Annonce faite par le président du comité d'organisation de cet événement, Jean-Luc Bambo. Ouvrir le potentiel de l'Afrique. C'est autour de ce thème que s'ouvrira le 27 novembre prochain la foire Go Africa Exports Fair Istanbul 2024, première foire africaine en République de Turquie. Objectif visé par les organisateurs de cet événement, créer des connexions entre les entreprises africaines et les investisseurs internationaux. Il y a beaucoup qui ne savent véritablement pas ce que nous avons comme ressources. C'est l'occasion de faire valoir ce que nous avons comme ressources. C'est l'occasion de faire savoir et de faire connaître tout ce que nous avons comme potentiel et donc d'attirer des investisseurs dans nos différents pays, de provoquer des joint ventures qui permettront aux PME et aux entreprises, pour le cas de la Côte d'Ivoire, de pouvoir augmenter leur capacité de production. Ce sont 80 pays qui sont attendus à cette foire, dont 30 pays africains. Les organisateurs exhortent les entrepreneurs africains et ivoiriens en particulier à aller en Turquie, non plus pour être de simples acheteurs, mais pour être désormais des vendeurs. Nous souhaitons avoir les PME et pour ça, nous plaidons pour que le gouvernement ivoirien puisse apporter son soutien institutionnel à la participation des PME qui ont beaucoup de choses à proposer afin de leur permettre de bénéficier de cette visibilité internationale. Notons que le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique a été multiplié par 8 au cours des 20 dernières années pour atteindre plus de 33 milliards de dollars, selon les chiffres du ministère turc du Commerce. Autre rendez-vous prévu, la 3e édition de l'Université d'été des petites et moyennes entreprises. Ce sera du 9 au 10 septembre, dans quelques jours donc, autour du thème suivant, défi du Made in Africa, structuration et consolidation des écosystèmes dans l'affirmation des industries africaines. Jean-Michel Quadio et Godefroy Cambarouet nous en parlent. Défi du Made in Africa,
structuration et consolidation des écosystèmes dans l'affirmation des industries africaines. Sujet au cœur de la 3e édition de l'Université d'été des petites et moyennes entreprises. Ce rendez-vous, qui se tiendra au mois de septembre, est une plateforme de rencontre entre start-up et opérateurs économiques. Cette édition se veut également plus inclusive, avec une ouverture accrue à la participation des start-up, des jeunes entrepreneurs, des entreprises en quête de croissance et des très petites entreprises. Notre objectif est de faire de cet événement un véritable catalyseur de succès pour nos PME, start-up, en leur offrant des opportunités uniques de réseautage et d'apprentissage. Grâce à ce type d'événement, nos PME peuvent acquérir les outils nécessaires pour améliorer leurs performances et se préparer à relever les défis de demain. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui témoigne de notre mobilisation collective pour promouvoir le secteur privé et soutenir l'éclosion des PME tout en renforçant leur rôle crucial dans la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Panel, rencontre B2B, espace conseil constituent entre autres les attractions de cette 3e édition. Sont attendus plus de 2000 participants. La cigarette et la drogue sont des ennemis déclarés de la santé. Leur usage récurrent, voire abusif, peut entraîner des conséquences irréversibles. Cette vérité est connue de tous. Encore une fois, ce message a été véhiculé auprès des jeunes et auprès de leurs parents. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et le programme de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Joël Mambou et Khalil Diomandé nous en parlent. Toutes les 4 secondes, une vie s'éteint à cause du tabac. Il engendre chaque année plus de 9000 décès en Côte d'Ivoire. C'est le message que porte l'Association des femmes juristes et le Programme national de lutte contre le tabagisme aux habitants de la commune de Koumassi. Cette sensibilisation est le lieu d'entretenir les jeunes sur la loi anti-tabac et les politiques mises en place par le gouvernement pour freiner l'évolution du tabagisme. En 2025, vous allez voir des images, les méfaits du tabac et des messages forts sur les paquets de cigarettes. Mieux, nous sommes allés pour le dispositif de conditionnement neutre. On ne fera plus la promotion d'une marque de cigarettes. Il y aura une couleur unique qui ne va pas attirer nos jeunes, qui ne va pas attirer nos enfants et avec des messages forts sur les méfaits du tabac. Et ces images et ces messages doivent couvrir 70% des faces principales des paquets de cigarettes. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est le premier pays à mettre en œuvre ce conditionnement neutre. Si les chiffres sont croissants, ça veut dire qu'il y a une résistance des mauvaises coutumes. Donc nous renforçons ces sensibilisations-là pour interpeller les populations, mais interpeller notamment la jeunesse qui est vraiment en danger par rapport à la consommation du tabac. Les participants repartent de ce moment de sensibilisation édifiés sur les méfaits du tabac. Je demande à mes amis d'arrêter la chicha, la consommation du tabac, parce que ça rend addict, ça détruit plein de familles, ça détruit la vie. Je félicite ceux qui ont eu l'initiative de cette campagne. À l'époque, je fumais pas moins de 5 paquets par jour. Je sais ce que ça m'a fait. La solution, la réelle, il faut que le tabac soit plus cher que le riz. En plus de Koumassi, cette sensibilisation s'est étendue aux communes d'Atekoubé, d'Adjamé, du Plateau, de Trècheville et de Marcory. Les initiateurs entendent mettre le cap sur les villes de l'intérieur. Madame, Monsieur, le reportage qui va suivre raconte le courage d'une jeune dame qui, au mépris des railleries et autres difficultés de la vie, a décidé de sauter les pieds joints dans un univers quasi masculin, celui des apprentis Baka. À Sonia Hiroplo, c'est ainsi qu'elle s'appelle, jongle entre les études et le métier d'apprenti Baka. Pour joindre les deux bouts, mieux arrondir ses fins de mois, ce n'est pas toujours évident quand on est une jeune fille de tenir la portière d'un véhicule de transport en commun. Et pourtant, Sonia semble réussir incontestablement. Un refus de tomber dans la facilité, un modèle inspirant au courage, pour une jeunesse en quête de repères, un sujet signé Ismaël Evrardeo et Davy Soyo. Sonia est une jeune étudiante en 2e année option mine géologie et pétrole. Ce matin, elle révise ses cours avec des amis. Dans quelques jours, ses condisciples et elle prendront part à l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2024. Donc, on va tirer notre R, donc ça va faire R égale à grand A moins C. Seulement voilà, derrière cette vie d'étudiante se cache une apprentie de minicar, appelée communément Baka dans le jargon ivoirien.
Un parallèle de sa vie qui suscite du respect auprès de ses compagnons. C'est pas permis à toutes les étudiantes de faire ce genre de métier, surtout de nos jours. Donc lorsque j'ai appris qu'elles exerçaient ce métier, ça m'a un peu surpris. Et puis j'étais un peu émerveillé par ce qu'elles faisaient parce que c'est encourageant. Notre emploi du temps est très chargé à la deuxième année. On commence du mardi au samedi. Mais elle prend le lundi et le dimanche, donc elle ne va pas à l'école pour travailler et pour avoir de l'argent. Une fille comme ça, très belle, décide de se sacrifier, de travailler pour pouvoir s'occuper d'elle-même. Ça m'a beaucoup touchée. Ce courage et cette détermination naissent après une situation familiale assez complexe. Tout a basculé pour la famille. Il y a le père qui n'arrivait pas à payer la maison, on devait nous chasser de la maison. Et je suis allée me réfugier chez une amie. C'est comme cela que j'ai travaillé comme servante en même temps que je partais à l'école. Vu que je n'avais plus de toit à la maison, à tabou, etc., il y avait tellement de choses. J'ai décidé de forcer les choses pour venir à Abidjan chez une tante qui fait l'effort de m'aider, mais chez qui ça n'allait pas financièrement aussi. Donc, j'ai été obligée de vendre des galettes. Elle faisait des galettes que je venais vendre à l'école pour pouvoir payer mon transport. C'est comme ça, pendant les vacances, j'ai eu l'idée d'aller à la gare voir un chauffeur avec qui je vais travailler. Ce travail, Sonia l'obtient grâce à Ahmed, chauffeur de minicar depuis 5 années. 2 fois par semaine, elle fait le tronçon Adjamé-Yopougon-Adjamé aux côtés de son employeur. Ahmed l'a très vite adopté et lui accorde désormais sa confiance dans un secteur pourtant dominé par les hommes. Quand les filles rentrent dans ce milieu-là, à d'autres, ils vont en profiter parce qu'elles font apprenti Baka. Et les filles, on a commencé à travailler. Et puis, genre, ce qui fait la différence entre les filles et les garçons comme ça, si vous avez eu 15 000, ils peuvent te donner 12 000. Bon, les filles vont donner tout normal, ils ne vont pas te voler et autres. C'est ce qui fait l'avantage au fait. Collègues et passagers ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Sonia. Souvent, nous, elle est derrière, elle est devant. Quand elle est devant nous, les passagers qui doivent venir monter, moi j'ai un garçon, il descend, il couille, il met derrière les passagers, il venez monter. En même temps, elle est prend tranquillement, ils montent dans la voiture et puis ils s'en vont. Elle est éveillée, voilà, elle est courageuse encore, c'est ça qui me plaît. Voir une étudiante venir faire ce boulot-là, franchement, c'est une nouvelle qui m'émerveille encore. Parce que je ne savais pas, je pensais qu'elle faisait de ça son métier, qu'elle continue de se battre. Voilà, c'est mieux que de s'asseoir à la maison et puis attendre à la fin du mois, tendre la main. C'est à apprécier, c'est à encourager. Voilà, si il y a des personnes de bonne volonté même pour l'aider, ce serait mieux. Voilà, c'est une personne à aider. Parce qu'elle a montré déjà en faisant ce job-là. Aujourd'hui, c'est une apprentie Baka qui vient d'être admise à l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2024. Ce, en dépit des difficultés rencontrées. Au début, tout se moquait. Arrivé à la maison, je pleurais. C'était vraiment compliqué. Je pleurais. Au fil du temps, j'ai accepté. Avec l'encouragement de certaines personnes, j'ai vu que c'était une bonne chose. La seule chose qui me soulageait, c'est le fait que je reçois ma paie à la fin de la journée et que je dépends de personne. Toutefois, elle ambitionne poursuivre ses études. C'est vraiment compliqué de travailler puis aller à l'école. Je n'en peux plus. C'est vraiment difficile. À quelques semaines, les amis m'étaient gravement malades. On m'avait hospitalisée, donc je ne peux pas continuer les cours en même temps travailler. Donc je vais terminer au cours du soir, mon cours en ligne. Brevet de technicien supérieur en poche et apprenti Baka à ses heures perdues, Sonia Iroplo entend ainsi être un véritable modèle de résilience, de courage et de détermination pour de nombreuses jeunes filles en Côte d'Ivoire. Le genre d'exemple qui mérite d'être célébré et surtout encouragé. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on se prépare à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour tous les projets de développement réalisés dans le Cavali, le Guemon et le Tonkui, la ressortissant du district de la Montagne, en rang serré pour le succès de cette cérémonie. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto sonne la mobilisation face à la presse. Elle a invité les populations de ces régions à venir massivement prendre part à cet hommage qui se tiendra les 12, 13 et 14 septembre prochains à Guiglo, ville hôte de la cérémonie. Didier Nguessan.
Le district des montagnes rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, les 12, 13 et 14 septembre prochains. À quelques jours de ce grand rendez-vous, les préparatifs vont bon train. Les présidents des différentes commissions réunis autour des cadres du district des montagnes, avec à leur tête la présidente du conseil régional du Cavali, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, sont en face des ressortissants du Grand Ouest et de la presse. L'objectif est de sonner la mobilisation pour la réussite de l'événement. Depuis environ 3 mois, le district autonome des montagnes, notamment les régions du Tongpi, du Cavali et du Guémon, est en pleine effervescence. Les populations se mobilisent et s'activent ensemble dans la ferveur autour de leurs frères et sœurs cadres et élus pour le succès de notre cérémonie de reconnaissance et de gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes à présent dans la dernière ligne droite de nos préparatifs, de cette grande célébration que nous voulons historique et populaire. Les festivités débuteront par une grande caravane à Mans, chef-lieu du district. Nous y lancerons le concept « Allons à Guiglou » qui parcourra la ville de Mans pour ensuite traverser les localités de Logwalé, de Bangolo, de Guéyébli, avant d'atteindre le lendemain, vendredi 13 septembre 2024, la ville carrefour de Diokwe. Hébergement, logistique, restauration ou transport, avec une trentaine de cas déjà mobilisés, tout est passé au peigne fin. La présidente du conseil régional du Cavali rappelle les nombreuses infrastructures de développement réalisées par l'État au profit des régions du Cavali, du Guémon et du Tongpi. Des projets qui donnent une fière allure au district des montagnes. Les projets relatifs à l'adduction en eau potable, à l'électrification de nos villages, aux infrastructures routières modernes qui ont vu le jour avec la construction de ponts, de routes. Je pourrais également rappeler le bitumage de plusieurs voies d'accès à presque tous nos départements administratifs. Sans oublier la création et la mise en service d'une université à Mans, la construction de nombreux lycées et collèges de proximité, ainsi que la construction, la réhabilitation et le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux régionaux, départementaux, centres de santé, urbains et ruraux. En plus des projets de développement, plusieurs ménages vulnérables ont pu bénéficier des programmes sociaux, notamment les filets sociaux. En reconnaissance, les bénéficiaires viennent dire merci au président de la République. Et la culture du Grand Ouest, on l'imagine, sera assurément au rendez-vous de cette cérémonie hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Parlons justement de culture. La cérémonie de lancement de la 2e édition des Awards Mandingue a eu lieu au Musée de culture contemporaine Adama Tungara. La soirée de distinction aura lieu en octobre prochain. Les détails avec Ariel de Crisewa et Sidonie Davila. 80 acteurs culturels nominés dans 21 catégories pour la 2e édition des Awards Mandingue. Cette distinction qui vise à promouvoir la richesse culturelle mandingue célèbre les efforts des griots, des artistes, chanteurs et des promoteurs de spectacles. La cérémonie de lancement de la 2e édition a mis en avant les innovations. Cette année, on a 21 catégories. L'année passée, on en avait 10. Et l'année passée, les catégories étaient condensées. Et cette année, les catégories sont vraiment détachées. L'année passée, on avait des Ivoiriens qui étaient mis dans la même catégorie que les artistes d'autres pays. Mais cette année, on a fait de telle sorte que les artistes des pays voisins comme la Guinée, le Mali, le Burkina sont dans leur catégorie et les Ivoiriens sont nominés dans des catégories spécifiques. Meilleur artiste masculin, Mandingue Ivoire, meilleur artiste féminin, Mandingue Ivoire et meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest. Meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie des Awards Mandingue se tiendra en octobre prochain
Une initiative qui sert de catalyseur pour promouvoir les talents mandingues au premier plan tout en veillant au respect de ces traditions ancestrales. Puis, madame, monsieur, cette page noire dans ce journal, le monde du football ivoirien est en deuil. Sori Diabaté, anciennement vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue de football professionnel, est décédé ce jeudi 5 septembre 2024. Sori Diabaté n'est plus. L'ancien vice-président de la FIFA et le président de la Ligue professionnelle de football a donc passé l'arme à gauche. Reportage. Sori Diabaté n'est plus. L'ancien vice-président de la FIFA et ex-président de la Ligue professionnelle de football est décédé ce jeudi à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. Ancien président de l'entente sportive de Bingerville, Sori Diabaté était une figure bien connue du football ivoirien et africain. Aux côtés de Feu Sidi Diallo, son mentor, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il aura contribué à écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Ensemble, ils auront glané plusieurs trophées sur le continent, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2015, la CAN cadette 2013 avec la génération Franck Kessié et une participation au Mondial en 2014. La disparition du président Sori Diabaté est une immense perte pour le football ivoirien et africain. Élément réalisé par Moyabi Diabaté, commenté par Oda Legbe. Repos à l'âme du disparu. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, les premières doses de vaccins contre le Mpox seront livrées à partir de ce jeudi 5 septembre 2024 dans le pays. Annonce faite par le directeur général de l'Africa CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. 200 000 doses en dolo seront donc transportées par avion à Kinshasa entre ce jeudi et demain. Les vaccins seront ensuite répartis entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. Donc 3 600 000 doses sécurisées par l'Africa CDC seront ensuite transférées dans les 15 jours suivants dans plusieurs autres pays africains. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.